Aujourd'hui, dans Baby Mams, le podcast, on change de perspective. On parle souvent de maternité, des émotions de la femme, de parcours de la maman, tout ça. Mais aujourd'hui, on va se mettre à la place des papas. Et oui, on veut savoir comment ils vivent ces moments, la grossesse, l'attente, l'accouchement, et surtout quelle est leur place dans tout ça. Alors, c'est vrai qu'on oublie parfois, mais devenir père, ça bouleverse aussi. Pour en parler, je reçois Kalen Damessi, oui, mon petit frère, je tiens à le préciser, et Kadio Kofi, un ami à moi aussi, je dis un ami à moi aussi, un ami. Un épisode qui se veut, j'ai envie de dire, vraiment, j'ai envie que ce soit sans tabou, sans filtre. Si vous pouvez être honnête avec nous, cher papa, ce serait vraiment l'idéal, parce qu'on aimerait vraiment comprendre ce qui se passe dans vos têtes. Tout ce qui se passe dans la tête de ces chers monsieur. C'est un épisode que, je veux vraiment sans filtre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Il n'y a pas de souci. C'est promis. C'est promis? Toujours. On lève la main, c'est promis. Promis. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Ok, déjà je vais vous demander de vous présenter, parce que là j'ai dit Kalen Damessi, mon frère, mais les gens ne savent pas peut-être ce que tu fais, qui tu es. Parle-nous de nombre d'enfants que tu as, etc. etc. Moi, je suis Kalen Damessi, je suis le frère de Delali, mais en dehors de ça, je suis père de 3 enfants, marié, père de 3 enfants, Marlon qui a 12 ans, Mila qui a 9 ans et Isaiah qui vient d'avoir 1 an. Mon fils, voilà, c'est mon fils, mon 3e par procuration. Et sinon, je suis un ex-footballeur professionnel à la retraite. Et maintenant, je suis consultant sportif à Radio Nostalgie, mais surtout à NCI. Voilà. Ben oui, tout ça. Et toi, Kadio? À moi. Donc moi, je suis Kadio Kofi. Je ne sais pas où je dois regarder. Là, c'est moi qui regarde. Oui. Kadio Kofi, 44 ans. Père de 2 jeunes filles magnifiques, 10 ans et 5 ans. Panthéa, la première, et Dariana, la seconde. Okay. Séparés depuis, on va dire, un peu moins d'1 an. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je suis indépendant dans le milieu de la restauration, de la nuit, l'événementiel, etc. D'accord. Alors, les présentations sont faites. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez préparé à être père? Parce qu'on nous pose souvent la question à nous, les mères, est-ce que c'est la maternité, ça a toujours été inné, etc., etc. Vous, est-ce que vous étiez, je sais pas, préparé? Est-ce que vous avez toujours imaginé être père? Et quand c'est arrivé, est-ce que vous étiez préparé à ça? Alors moi, personnellement, j'ai toujours voulu être père. D'accord. Très rapidement, quand j'ai rencontré, je te le disais en plus, que j'allais avoir un enfant avant toi, j'allais me marier avant toi. Donc j'ai toujours voulu être père très, très jeune, chose qui a été faite. J'ai eu Marlon à 24 ans. Oui, ouais, ça, 24 ans. De toute façon, quand j'ai rencontré Anaïs, mon épouse, je lui ai dit directement que toi, tu voulais être papa. Et puis, au bout de 5 mois, elle était enceinte. C'est une menace à exécution. Donc voilà. Donc moi, je dirais après, on l'apprend pendant la parentalité, mais on n'est jamais préparé en tant que tel. Mais moi, je le voulais. C'était un désir que je nourrissais depuis longtemps. Donc, je m'étais, entre guillemets, préparé. Et puis après, on apprend au quotidien ce merveilleux rôle de père. Oui, on va y revenir. Et toi, Kadio? Moi, je dis souvent la nature est bien faite. Et que souvent le temps des processus est là pour qu'on s'adapte et pour qu'on rentre dans notre rôle, dans nos transitions. Et moi aussi, je voulais être père. Je n'étais pas forcément pressé d'être père, mais j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Bon, j'en ai 2 pour l'instant. Je désespère pas. Ah, tu veux une grande famille? Oui, je suis pas fermé. Ouais. Mais c'est venu assez naturellement et ça m'a pas fait peur. Ok. C'est comme si, c'était pas un but dans ma vie, c'était une envie.
Mais quand c'est arrivé, j'avais l'impression d'être prêt. D'accord. Et puis bon, voilà, les 9 mois sont là pour que Justement, on se prépare, on parle de l'annonce de la grossesse. Bon, comment ça s'est passé cette annonce de grossesse? Déjà pour toi, Kalen, parce que nous, la famille, on a été très très surpris. Mais ouais, c'est clair. Comment toi tu l'as vécu? Parce que on sait que c'était pas. C'est vrai que tu voulais être papa, mais c'était pas prévu. Non, c'était pas prévu à ce moment-là. Mhm. Effectivement, c'était pas prévu à ce moment-là, même si je lui avais dit que je voulais qu'elle ait un enfant de moi, mais j'étais dans la voiture, elle était à Paris, on vivait séparés, elle était à Paris, moi j'étais à Lille, et elle m'a appelé, si mes souvenirs sont bons, pour me dire qu'elle était enceinte. Donc j'ai garé. Et puis ça allait très vite. D'un côté, j'étais paniqué, parce que je m'y attendais pas, mais de l'autre côté, j'étais content. D'accord. Et je pense direct, à moins que je me trompe, direct, je lui ai dit, ok, on garde, il n'y a pas de souci, on y va. Donc moi, je l'ai accepté comme facilement, quoi. Oui. Puis j'avais hâte. Ok. Et toi, Kadio, première grossesse? Je suis en train d'essayer de me rappeler un peu, mais c'était à une période où je cherchais, c'est la première fois que je cherchais à me réinstaller en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc c'était il y a à peu près 12-13 ans. Je venais de revenir en France parce qu'elle n'avait pas voulu me suivre. Et quelques temps après mon retour, elle m'annonce qu'elle était enceinte. Et c'était assez particulier parce que j'étais sur le retour. J'avais quand même l'intention de revenir là-bas. Et du coup, ça a été un peu une pause dans la réflexion. D'accord. Et on s'était donné 2 semaines pour réfléchir. Et puis finalement, 10 minutes après, c'était parti, quoi. C'était, allez, on y va. Et est-ce que vous êtes senti impliqué? Parce que souvent, c'est vrai que la grossesse, nous, on la vit d'une certaine manière. On porte 9 mois un enfant et tout. Vous, est-ce que vous êtes senti impliqué dès le début ou pendant la grossesse? Et est-ce que vous arrivez à comprendre... Enfin, comment ça s'est passé? Parce que nous, on vit nos 9 mois là, avec nos hormones, avec tous nos trucs et tout. Je te vois sourire, toi, Kalen. Comment tu as vécu la première grossesse de Marlon? Moi, déjà, j'ai fait une couvade, donc j'ai pris des kilos. Oui, tu avais aussi. C'était pas top en tant que footballeur, mais non, je pense que l'implication du père, c'est une question de volonté. Déjà, donc moi, je me suis impliqué. Parce que je voulais tout comprendre, jusqu'à l'accouchement. C'est moi qui ai sorti l'enfant moi-même, donc c'est quelque chose par laquelle je me suis vraiment impliqué. J'ai découvert beaucoup de choses, tout ce qui est préparation de l'enfant, acheter des habits, des lits, enfin tout ce qui est autour de ça, mais j'ai toujours pris ce rôle de père à cœur. Donc moi j'étais très impliqué. Quand on m'envoie à 2h du matin payer chocolat, je m'en vais. Quand on crie sur moi, j'accepte, je bois l'eau et puis ça. Tu as eu beaucoup de moments où Anaïs t'a fatigué avec les hormones? Mais oui, pour la petite anecdote, elle avait des envies de poireaux. Pendant sa grossesse, donc ça puait le poireau dans toute la maison, tous les jours des poireaux. Mais je m'y suis fait à force, mais moi, j'étais très impliqué. Très impliqué parce que je voulais vraiment découvrir ce rôle de père. Et puis, j'ai pris enfin des gens à Paris pour l'envoyer à Lille. Bon, j'avais pas... Le choix d'être là. Il fallait que je sois là. Ouais. Non, parce que souvent, on se sent un peu mis à l'écart ou alors on ne comprend pas trop les hormones. Je sais qu'il y a beaucoup de disputes de couple par rapport aux hormones, à tout ce qui se passe, en fait. Et l'homme ne comprend pas trop ce que la femme vit et la femme ne comprend pas que l'homme ne comprend pas ce qu'elle vit. Toi, comment tu as géré cette période? Oui, bon, c'est vrai qu'il y a un peu cette partie-là. Bon, ça s'est globalement bien passé. Je travaillais la nuit à l'époque, si je ne me trompe pas. Et nous, ça s'est matérialisé par l'accueil du bébé. D'accord. Donc, on est rentré dans le projet de rénover la maison où on était pour lui faire l'espace et pour que ce soit beau. Bon, c'était un peu vieillissant. On a dit, bon, attends, il faut qu'on prépare, le bébé arrive, on va lui faire une chambre comme ça, on va lui faire comme ça. Donc, déjà, ce projet-là nous a
nous a rapprochés dans le sens où on décide ensemble quelle est la déco, quel lit, quel machin. Et c'est moi qui faisais les travaux. Et puis elle était là avec son gros ventre, elle assistait. Je disais, reste pas là, il y a la peinture, c'est toxique, tout ça. Tout ça. Et donc c'était intéressant. Après, c'est vrai sur la partie des hormones, mais j'arrive pas à savoir à quel moment c'est arrivé, si c'est arrivé avant ou après. Mais c'est vrai que la mère elle-même ne comprend pas forcément ce qui se passe, ou en tout cas n'a pas conscience, ne se rend pas compte parce que quand on est dedans, on n'a pas le recul nécessaire et on ne se rend pas compte tout de suite de ce que ça peut causer sur un petit éloignement qui est très subtil, qui se fait tout doucement parce qu'effectivement, il y a de l'incompréhension dans les deux sens. Problème d'interprétation, problème de compréhension et puis de priorité aussi. On priorise plus le couple, on priorise ce qui est en train de se passer, la venue de l'enfant, et le reste, on se dit, bon, on mettra plus tard. Mais globalement, franchement, ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu dans ma tête comme si j'étais en mission, quoi. Le bébé arrive. Voilà, moi, quand je rentre, et c'est pareil même dans le boulot, quand je rentre dans quelque chose qui me tient à cœur, je le prends comme une mission. Exactement. Et c'est vrai que je suis un peu comme une machine, je réfléchis pas trop à ce qui se passe à côté. J'ai mon objectif et puis on avance. Alors, on avance jusqu'au moment de l'accouchement. Toi, je sais que tu étais là à tous les accouchements. Enfin, en tout cas, tu as voulu être impliqué jusqu'au bout. Est-ce que, en tant que père, on a aussi peur, on a peur. Comment vous vivez ça, en tout cas le jour de l'accouchement? Parce que moi, je sais comment nous, les femmes, on le vit, mais vous, en tant que papa, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a des papas même qui s'évanouissent dans les salles d'accouchement, on a des papas qui sont encore plus stressés même que les mamans, et que les mamans giflent même pendant le truc. Toi, tu es en train de tout qui alors que c'est moi qui suis en train de souffrir. Moi, on m'a menacé. Toi, t'as menacé? Oui. Moi, on m'a menacé parce que j'ai failli rater l'accouchement. Parce que, comme je disais, moi, j'étais à Lille, mais elle a accouché à Fréjus. C'est dans le sud, ça? Ouais, c'est dans le sud. Ouais. Et le truc, c'est que la veille vers 20h comme ça, elle me dit... non, vers 17-20h là-bas, comme ça, elle me dit oui, j'ai des contractions, je vais à l'hôpital. Donc, je regarde les billets. Elle me dit, je pense que c'est pour ce soir, enfin, c'est maintenant. Donc, je regarde les billets d'avion, de train, il n'y a rien pour descendre dans le sud. Donc, du coup, elle va à l'hôpital. Vers minuit, comme ça, elle est à 2. Elle a 2 doigts. Et moi, entre-temps, je prends la voiture, je vais à Orly ou à Charles de Gaulle, je ne sais plus. Je dors à l'aéroport pour prendre le premier avion le matin à 6h pour Nice. Mon beau-frère vient me chercher à Nice, après go fast sur la route. J'arrive à genre 20 minutes de l'accouchement, qu'elle accouche. Et puis moi, je voulais détendre l'atmosphère, donc je rentre dans la salle d'accouchement. Je dis, on n'attend pas papa. Elle m'a fusillé du regard. Elle était en PLS depuis minuit. Et moi, je rentre, je fais une blague. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, merde, c'est pas le moment de faire une blague ou un truc comme ça. Elle m'a crié dessus, donc je suis venu à côté. Et puis, ça n'a pas duré. Et puis, le bébé est sorti. Donc, moi, j'étais excité. J'avais hâte. J'avais peur de rater l'accouchement. Mais non, j'avais hâte qu'elle accouche. Et toi? Moi, les deux sont différents. J'ai eu un peu ça sur la deuxième. J'étais sur un chantier à Deauville et je crois qu'elle est arrivée. Il faut savoir, les deux sont nés à 5 ans et 1 jour d'écart. D'accord. Okay. La première le 24 mai, la deuxième le 23. Ah oui. Et j'étais sur un chantier à Deauville avec mon frère et on était en train de terminer. Il me dit, j'ai perdu les os. Et j'ai dit, attends, j'ai pas fini. Ça, c'est le truc à pas dire. Il reste un peu j'arrive. Elle était où? Elle était à Paris et moi j'étais à Deauville, donc c'est 2 heures à peu près. Et en plus j'avais une camionnette de location, donc il fallait que je rende la camionnette. Donc j'étais avec mon petit frère qui m'aidait à monter les derniers meubles, parce qu'à l'époque on était décorateur d'intérieur, on avait une société de décoration. Et donc pareil, je finissais les derniers coups de vis, j'ai dit allez on remballe le matériel. On est rentré, j'ai déposé la camionnette et je suis allé à l'hôpital et ça s'est bien passé. Mais la première, je rentrais du boulot et elle a perdu les os sous la douche, je crois. Non, elle avait eu elle était allée faire un monito et là, elle me dit oui, je suis allée faire un monito. La dame m'a donné j'ouvrais un bar l'été, une péniche. C'était ça s'appelait le Moka. Et il y a combien de vies? Beaucoup. Ça, c'était en 2010. Je devais ouvrir le 24 mai une péniche qui s'appelait le Moka à Gare de Lyon.
Et donc, elle devait accoucher le 25 ou le 26. Le 23 ou le 22, elle va faire un monito et elle dit « Ah, la dame m'a donné une pilule qui va accélérer. » Je dis « Mais accélérer comment ?» C'est mon truc, accélérer comment j'ai mon truc là. Accélérer comment j'ai mon ouverture. Mon ouverture de bain. Ah oui, mais franchement, j'en ai marre. J'ai dit « Ah, d'accord. » Et donc, elle perd les os, ça n'a pas manqué. On va faire C'était très long, on nous a changé de salle toutes les heures, etc. Et elle a eu un problème de péridurale. La dame n'arrêtait pas de... Moi, ça m'arrive aussi. Elle a raté, donc elle sentait tout. Et c'est ça qui était un peu inquiétant. L'accouchement était un peu... Quand le bébé est sorti, il a fallu que je choisisse, sinon elle était en urgence respiratoire. Donc, choisis. Il lui restait du placenta, il voulait aller avec le bébé, avec la maman, elle était le bébé. Donc je suis allé avec le bébé. Donc c'était un peu bizarre. Mais j'ai réussi à faire mon ouverture. Et le bébé allait bien, la maman allait bien, tout allait bien. Bon, ça, c'est l'essentiel. Vous avez coupé le cordon? Toi, tu as coupé? Non, moi j'ai sorti le bébé. Dès que les épaules sont passées, j'ai sorti le bébé, j'ai coupé le cordon. Il a tout vu. Moi, je suis très curieux, mais ça m'a pas dégoûté, ça m'a pas choqué. Moi, il voulait pas, je crois. Ah oui, mais justement, alors je sais qu'il y a beaucoup de pères, de mères déjà qui ne veulent pas que le père soit en salle d'accouchement pour voir tout ce qui se passe. Il y a des hôpitaux aussi, on interdit au père d'être là parce que on a peur justement soit qu'il s'évanouisse, soit que voilà il se passe des choses. Mais vous pensez que le père doit être là à ce moment-là dans cette salle-là? Est-ce que ça change quelque chose en fait qu'il soit là ou pas? Moi, je pense que ça dépend des ça dépend de la mère déjà. Il faut que la mère se sente à l'aise, déjà, c'est le plus important. Mais oui, si la mère ressent le besoin que le père soit là, oui, le père doit être là. S'il a la possibilité d'être là, il faut qu'il soit là. Parce que c'est des moments qui marquent à vie, c'est des moments uniques. Donc, oui, pour moi, le père doit être là. Moi, en tout cas, je me suis toujours arrangé pour être là aux 3 accouchements. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi des gynécos qui permettaient aussi, parce que le dernier il est né à Abidjan. Je sais que de façon générale à Abidjan ils sont un peu plus oui, en Afrique, hein, c'est pas qu'Abidjan, c'est en Afrique vraiment. Il y a effectivement, moi j'ai eu à tourner quand je tournais mon émission Babyhood sur la maternité, l'accouchement en Afrique. Il y a des hôpitaux où on nous disait non, les pères ne rentrent pas. C'est un truc réservé. C'était vraiment un truc comme si c'est réservé que à la femme en fait et aux professionnels de santé, mais le père n'avait pas à rentrer. Et je me rappelle d'un papa qui disait mais moi je veux voir, je veux être là. Et en fait, il osait pas le dire au gynéco et tout. Et donc, il est venu me le dire à moi, madame, est-ce que comme vous êtes en train de tourner l'émission là, est-ce que vous pouvez faire en sorte que je sois dans la salle d'accouchement? Et je suis allée parler au gynéco, j'ai dit, monsieur, vraiment, là, le monsieur, il a envie d'être là, il avait un peu honte de voilà, tout ça. Et on l'a laissé, finalement, le gynéco a compris, il a laissé le papa rentrer, mais il était en larmes, il était trop heureux, ça a été un moment, mais tellement magnifique, et pour lui et pour nous, même, on a vécu quelque chose de beau. Donc oui, je pense qu'il faut laisser, en tout cas, si on a la possibilité, laisser les pères être là. Oui. Il y en a qui veulent pas. Hein. Non, il y en a qui veulent pas. Vraiment, en discutant avec les copines de Mona, là, il y en a vraiment quand même décrivent l'action, le rôle du papa. Je dis waouh, les gars ils s'en foutent. Oui. Qui est en mode. Il veut pas voir, il veut pas savoir, ça le dégoûte, il veut pas toucher une couche. Vraiment vous souffrez. Non, parce qu'effectivement c'est vrai que ça existe. Justement vous comment bébé est là et souvent on a peur de mal faire. Est-ce que vous avez eu des moments où vous osiez pas peut-être faire des choses parce que vous aviez peur de mal faire, ou alors ça a été inné, comment ça s'est passé le retour à la maison? Je dirais que c'est inné. Hein. Franchement, ça s'est super bien passé. Mais je pense que quand on le fait avec amour et volonté, il n'y a pas de secret pour être père. Donc on apprend sur le tas et puis peut-être on se documente un peu, on regarde un peu comment faire, mais c'est ton enfant, tu vas pas le jeter. Donc tu vas être attentif, tu vas faire attention, tu vas faire les choses méticuleusement. Donc je pense que quand tu es déterminé à faire les choses bien, en tant que père surtout, ça se passe naturellement. Oui, pareil. Le retour à la maison, c'est ce que je disais tout à l'heure, la nature est bien faite, c'est que tu t'informes un petit peu. Bon, elle était à l'époque, elle était beaucoup sur Instagram, sur sa grossesse, etc. Et du coup, elle avait beaucoup d'échanges avec d'autres mamans qui
qui était enceinte au même moment. Ouais. Donc, c'était des partages et elle me partageait un petit peu ses... C'est hyper important, je pense, d'avoir cette humilité autant que la femme que l'homme, de se dire, on va apprendre ensemble, on va ce rôle de parents ensemble. C'est pas toi plus moi pour le bébé, c'est toi et moi. Donc, je pense que c'est hyper important, justement, la communication en amont. Parce que quand on est déjà dedans, il y a moins de temps pour trouver ces moments de communication, là, parce que ça va vite. Ben, justement, là, on est sur l'histoire de la communication. Il y a beaucoup de couples pendant cette période de la grossesse, de l'accouchement. Alors, soit ça les brise, soit ça les rapproche. Quel conseil vous vous donneriez, parce que vous êtes passé par là, dans des situations, vous avez chacun votre vécu, mais quel conseil vous pourrez donner avec du recul à ces couples qui vont avoir leur premier bébé pour maintenir la relation de couple, pour préserver le couple à cette période-là, parce que que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. Tout à l'heure, tu l'as dit, à un moment, des fois, il y a des mamans qui se ressentent tout de suite sur le bébé et qui délaissent un peu le père. Ça amène beaucoup aussi de problèmes, des hommes qui vont aller tromper la femme, etc., parce qu'ils ne sont pas satisfaits, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à cette période-là. Quel conseil, vous qui êtes passé par là, pourrez donner Ce serait difficile, comme il le disait, c'est au cas par cas. C'est difficile de donner des conseils là-dessus. Aujourd'hui, nous, on est sur 10 ans de mariage. C'est pas rien, à l'heure actuelle. Là. 12 ans de vie commune. Donc, ça a été difficile, effectivement. Nous, on a eu nos difficultés avant, pendant, après l'arrivée du bébé. Donc, mais je pense que la grosse responsabilité sur ces difficultés, sur l'arrivée de notre premier, viennent surtout de moi. D'accord. Manque de communication, beaucoup de choses gardées et pas extériorisées. Donc, ça fait qu'à un moment donné, moi, je me suis senti exclu. À un moment donné, je l'ai gardé pour moi, puis j'ai laissé la vie m'éloigner sans forcément chercher à échanger là-dessus. Donc, je reviens là-dessus, vraiment la communication c'est essentiel. C'est vraiment, je dis pas que ça règle tout, mais ça aide à désamorcer énormément de problèmes qui peuvent subvenir par la suite. C'est vraiment le premier et gros conseil que je peux donner, de communiquer, de ne pas prendre pour argent comptant ce que la femme va dire pendant la grossesse, parce que des fois elles-mêmes elles n'ont pas conscience de l'impact et du poids des mots. Et puis voilà, s'aimer quoi, parce que c'est difficile. Après, comme je dis, c'est particulier parce que ça va dépendre de chaque situation. Il y a peut-être des maris pendant la grossesse qui sont en voyage d'affaires pendant 6 mois. C'est totalement, je vais pas dire au cas par cas, mais de façon générale, c'est communiquer parce que c'est un bouleversement, c'est un chamboulement total dans la vie de tout le monde. Donc, je m'arrêterai en disant de communiquer. Après, c'est en fonction des cas qu'on peut rajouter d'autres conseils. Oui. Se préoccuper de ce que l'autre ressent, effectivement, parce que parfois même l'autre n'a... Comme on dit, on est dans l'urgence de ce qui se passe, on n'a pas le recul sur soi-même. Et parfois, peut-être se trouver des moments pour... poser la question comment tu te sens et inversement comment moi je me sens. Voilà. Donc l'un pose à l'autre et l'autre le pose à l'autre pour que lui-même se demande comment il se sent et puis explique à l'autre. Peut-être ça peut être intéressant. Comme je disais pour la première, nous on avait ce petit projet de rénover la maison, etc. qui nous a renforcés. C'était pas mal. C'était un projet commun. Il n'y a pas de non, c'est moi qui choisis ça, il y a moi qui choisis ça, c'est moi qui choisis ça. Bon, on en parlait. Ah, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça c'est pas mal. Telle couleur. Et puis il y en a un qui fait, l'autre qui conçoit et inversement. Et c'est. Ouais, je trouve que ça nous a rapprochés parce que c'était un projet commun autour du bébé. Donc peut-être trouver un projet commun. Et c'était pas mal, quoi. On était c'était le bébé, mais dans la maison. La maison autour du bébé, quoi. C'était bébé, la rénovation autour du bébé.
autour de l'arrivée du bébé. Donc, on préparait ensemble l'arrivée du bébé. C'est vrai que souvent, on entend non, je veux pas qu'il gère cette partie, c'est moi qui vais faire. C'est moi qui vais faire c'est moi qui vais faire ci, c'est moi qui vais faire ça, c'est moi qui vais faire ci. Impliquer plus. Et je trouve que l'implication, parce que le bébé c'est pas fait tout seul et il va pas, donc tout au long de sa vie, il faut que les deux soient impliqués. Dire non, tu t'occupes pas de ça, non. Même si personne n'est parfait, donc même si il ne fait pas forcément les choses bien, il doit quand même les faire parce que déjà il peut s'améliorer. Et puis ensuite, il doit se sentir impliqué, se sentir fier, apporter sa pierre à l'édifice aussi. On a tous un ego. Il faut accepter que l'autre puisse avoir sa part, même si elle n'est pas parfaite. Mais quand madame, par exemple, là tu as donné un exemple tout à l'heure, cas pratique, dit non, mais toi tu t'occupes pas de ça c'est moi qui m'en occupe, etc. Comment réagir en tant qu'homme? Parce que souvent, l'homme va pas forcément... Bon, on est en Afrique, on va dire non, mais les hommes n'ont pas la... Enfin, on n'a pas grandi, les hommes n'ont pas grandi en mode je vais partager mes émotions. Tu l'as dit tout à l'heure, partager tes émotions, c'est arrivé après, tu as appris à le faire, parce que je pense que si elle t'a aidé à le faire. Mais quand tu es en face quelqu'un qui ne comprend pas ça, comment faire comprendre que oui, moi aussi j'ai mes émotions et moi aussi j'ai envie de prendre ma place, pas seulement qu'avec le bébé, mais aussi avec toi, pour notre couple et tout. Je parlais d'humilité tout à l'heure. Je pense qu'il faut beaucoup de courage et d'humilité pour entendre et comprendre certaines choses. Si on arrive avec nos égos, l'ego, c'est vraiment la pire des choses. Si on arrive dans un foyer, dans un couple, avec de l'ego surdimensionné, l'ego va tout détruire. Parce que j'estime, à titre personnel, que personne n'a la vérité absolue. On peut tous apprendre de chacun, on peut tous apprendre au quotidien. Même un enfant peut nous éduquer. Donc, j'estime qu'il faut énormément de courage et d'humilité pour accepter qu'on ne sait pas faire, qu'on a besoin de l'autre. Je pense que la plus grande preuve de courage d'une personne, c'est d'accepter qu'elle a besoin d'aide. Et beaucoup de femmes, pendant l'accouchement, veulent tout porter elles-mêmes, sans essayer de se reposer sur le mari. C'est vrai que certains ne sont pas présents du tout, ça, je n'en disconviens pas. Mais il faut que les femmes aussi arrivent à déléguer certaines choses, parce que c'est vrai que c'est souvent, moi je repense à Anaïs quand c'était Marlon, tu vois, c'est pas la même Anaïs que pour Isaïa le dernier. Parce que entre-temps, pour Marlon, elle était à cheval sur tout. Tout doit être nettoyé, stérilisé, enfin bien rangé, ceci, cela. C'est le premier enfant en général. Voilà, c'est son premier. Donc je pense qu'en fonction des enfants aussi, ça peut évoluer. Mais sur le premier, effectivement, la femme veut tout bien faire parce que c'est son bébé, etc. Et elle a peur des fois peut-être que le mari fasse mal, mais sur le troisième, même s'il a pris sa chaussure, il a mis dans sa bouche, c'est pas grave, c'est les anticorps. Mais voilà, c'est vrai que au niveau des émotions, je reviens encore à la communication. Avant les émotions, on est dans le cas pratique, ça, donc on a sur l'histoire de donner la place. Donc tu as dit communication et vraiment il faut que la femme arrive à se laisser à déléguer. C'est ça, voilà. Deuxième cas pratique, parce que j'en étais sur le couple, la femme se refuse parce qu'il y en a qui n'ont pas de libido. Il faut savoir que la période de grossesse, c'est fluctuant. C'est compliqué. C'est fluctuant. Non, mais bon, je sais pas, vous n'êtes pas forcément obligé de parler de vos cas à vous, mais comment... on est là pourquoi? Ah, je sais pas, il y en a peut-être qui vont pas vouloir parler les cas des amis. Non, peut-être des amis ou quoi. Les cas des amis, j'en sais rien. Vous discutez entre mecs, je sais pas comment ça se passe chez les uns, chez les autres. Mais en général, je sais que cette période-là, et d'ailleurs, je vais faire un épisode sur la sexualité du couple pendant la grossesse, après la grossesse. Ça, je le ferai avec un sexologue d'ailleurs bientôt. Oui. Mais là, comme j'ai des papas en face de moi, comment vous vivez cette période? Comment un père, je sais pas, vivre cette période quand il est rejeté ou quand... bon, là, tout à l'heure, tu as donné l'exemple de... c'est le père, lui, qui est dégoûté de l'état de grossesse, etc. Et qui veut pas. Mais quand c'est le cas où... c'est comment dire... C'est lui qui est rejeté. Voilà, c'est lui qui voilà, comment on arrive à... S'il est rejeté, comment on gère... voilà. On est là pour se dire les choses. Vous avez dit que vous allez tout dire, donc on dit. Non, c'est problème. Ouais, c'est problème. Non, c'est problème parce que ça peut s'entendre,
ça peut se Qu'on comprendre. n'ait pas envie. Ouais, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Certains hommes aussi, il y en a, ils abusent le lendemain de l'accouchement. Oui, non, ils ça, veulent, clairement. c'est bon. Messieurs, on attend un peu. Mais il y a tellement de chamboulements. Faut que les femmes... C'est vrai que c'est pas un effort, mais il faut qu'elles pensent quand même aux hommes à ce moment-là. C'est vrai que tout est focalisé sur l'enfant, parce qu'elle-même, elle s'oublie en tant que femme. Son corps n'est plus le même. Oui. Il y a des femmes, même, leur corps les dégoûte. Donc, psychologiquement, même, il y en a qui sont en dépression, elles ne le savent même pas. Il y a énormément de paramètres, mais ce n'est pas à négliger, cet aspect-là, parce que c'est ce qui pousse beaucoup d'hommes au dehors, à aller voir ailleurs. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une raison pour laquelle certains hommes vont voir ailleurs. C'est pour ça que... Non, j'ai même pas envie de rentrer dedans, mais ce que je veux dire, ça allait être un autre débat. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on en souffre. Ça, c'est pas un débat. Je pense que tous les hommes en souffrent. Est-ce qu'on se prépare assez à ça? Je pense qu'il n'y a jamais assez de préparation. Tu penses qu'il faudrait des discussions justement sur ce sujet-là oui, pendant la pourquoi grossesse? pas? Pourquoi pas? Tout à l'heure, il disait que il y a certains moments où l'homme peut être dégoûté de la femme. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est quand elle a accouché même, je l'ai désiré. Parce que elle avait donné vie à mon enfant. Et il faut que les femmes comprennent que 5 kilos en trop, 10 kilos en trop, nous, on n'en a rien à carrer. Mais ça, oui, mais ça... Franchement. Oui, à ce moment-là, c'est plus un besoin physique. Non, c'est ça. mais au-delà du besoin au-delà de physique, ça, ok. on n'est pas à cheval sur ce genre de choses. Oui. Nous. On est au courant que la femme... Son corps a évolué, elle vient d'accoucher. Elle va pas revenir taille fine en 2 jours. Donc nous, on est à l'aise avec ça. C'est les femmes qui se mettent la pression de façon générale pour ça. Maintenant, moi, à titre personnel, j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert et on n'en a pas parlé. D'accord. Et à un moment donné, quand tu n'en parles pas, tu es frustré. Oui, ça crée des tensions. Des tensions, oui. T'as l'impression que vous êtes incompris. Et donc, ça crée des clashs. Ouais, elle va te dire, mais toi, tu penses qu'à ça. Toi, tu vas lui dire, toi, tu penses pas à ça. Donc, à un moment donné, c'est un langage de sourd. Oui. Mais oui, c'est une période très compliquée à gérer. Et on débloque comment cette situation-là? Et on se place. On se quoi? On se place. On se place. On se place. Tu développes ou bien? On se place. On se place. On se place. Placez-vous. Okay. On se place. Ouais, non, mais on va développer ce sujet avec le sexologue. Il va donner les clés. Ne vous inquiétez pas. Au prochain épisode, un des prochains épisodes. Je pense que c'est le plus important. Parce que c'est vrai que... moi, je ne l'ai pas vécu... C'est dur de se replonger parce que c'était il y a 10 ans. Ouais. Si j'ai pas eu l'impression d'avoir souffert comme ça, mais c'est elle qui était pas à l'aise avec son corps. Et qui avait un peu de mal elle a du mal dès qu'elle prend du poids, c'est toujours un peu compliqué, etc. Mais effectivement, je pense que c'est tout un sujet. Une chose qu'elle disait beaucoup, c'est que quand tu regardes un petit peu les sujets sur la grossesse, que ce soit dans les magazines, les posts Instagram, c'est toujours c'est génial, la tu vas grossesse, avoir les cheveux comme si ta peau elle va être magnifique, c'est un moment merveilleux. Et en fait, on parle pas de tous les mauvais trucs, que ce soit même pendant l'accouchement, il y a des trucs dans l'accouchement, et c'est pour ça qu'elle voulait pas du tout que j'aille. Elle me dit non, mais moi j'ai vu des choses qui sont horribles. Il y a eu des témoignages de maris qui, après avoir regardé, n'osent plus toucher leur femme, des trucs comme ça. Oui, ça existe, bien sûr. Donc il y a toute une partie dont on ne parle pas, qui est pas du tout glamour, et elle a beaucoup focalisé sur ça, donc c'est compréhensible. donc je pense qu'effectivement il y a des sujets, et pour revenir à certains témoignages d'amis, effectivement il y en a qui l'ont mal vécu, il y en a qui ont eu le sentiment d'être mis au placard, et c'est difficile après d'exiger, parce que je pense que l'homme, même en essayant, ne pourra jamais comprendre ce qui se passe dans le corps d'une femme pendant la grossesse, pendant la grossesse, l'accouchement et après. C'est tellement complexe, c'est tellement fort, et je pense qu'on ne pourra jamais réaliser. Donc, à nous aussi de lever le pied, de se dire, bon, on va prendre sur nous un certain temps, même si ce n'est pas facile, mais effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire
en communication, en technique, avec Beaucoup à faire. un sexologue. Parce que bon, comme on dit, la sexualité, c'est pas que pénétratif. Oui, bah oui, il y a donc voilà, il y a toutes sortes de choses. Tu as vu, t'as libéré ici sur le plateau. Il y a toutes sortes de choses à faire sûr. qui peuvent. Voilà, maintenant, après, c'est aussi. Dans tous les cas, il faut que la maman soit prête, soit disposée. Bien sûr, parce que ça reste à un moment, il faut qu'elle participe aussi. Donc, si elle n'a pas envie, si elle est en souffrance, parce que bon, moi j'ai eu des copines qui devaient rester alitées sur la fin de la grossesse. Oui, il y a tellement de choses qui ont les jambes lourdes, il y en a j'avais une cousine qui n'arrêtait pas de cracher, elle n'arrêtait pas de déglutir, quand elle avalait sa propre salive, elle avait envie de vomir, donc elle crachait. Donc bon, il y a vraiment un panel de situations qui est vaste. Donc voilà, la communication et puis l'information, savoir s'informer sur ces sujets-là en particulier. Si tu es maman et que tu es à la recherche de nouvelles clés pour progresser dans ta vie de parent, dans ta vie de femme ou encore dans ta vie professionnelle, alors ce message est pour toi. Je vous l'avais annoncé et aujourd'hui, ça y est, ça se concrétise. J'ai le plaisir de lancer ma communauté et je l'ai nommée les Mama Benz, une communauté de mamans, mais pas que. Je vous parle ici d'un espace réel, structuré, un espace sans tabou où on peut partager nos expériences, nos réflexions, nos ambitions et surtout apprendre les unes des autres pour progresser ensemble. Cela fait plus de 10 ans que j'accompagne des parents au quotidien. Entre ma crèche, mon application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental ou encore mes différentes émissions de parentalité. Ce sujet pour moi, ce n'est pas juste un travail, c'est une passion, un engagement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Dans cette communauté, vous allez retrouver des échanges entre parents, des conseils concrets, des meet-ups en ligne et physiques, des bons plans, mais aussi c'est un espace où je vais me livrer davantage, partager mon expérience de femme et de mère de manière plus profonde. On pourra aussi débriefer ensemble des passages du podcast qui vous ont le plus marqué, aller plus loin sur certains sujets et transformer ces discussions en actions concrètes dans notre quotidien. C'est un espace privé, accessible sous forme d'abonnement, parce que je souhaite qu'on construise quelque chose de sérieux, de qualitatif, avec des personnes vraiment engagées. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux continuer à évoluer, entourer, soutenu, inspiré, je t'attends. Il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. À très vite les Mama Benz. C'est pas juste se dire il y a ça, il y a un problème et puis on cherche pas la solution. Non. Maintenant on a Internet, on a les IA, on a les sexologues, on a toutes sortes de trucs. Il faut pas avoir honte d'aller sur ces sujets. Si les gens sont là, c'est qu'il y a un besoin. S'il y a des sexologues qui existent, c'est qu'il y a un besoin. On peut pas se lever et dire non mais chez moi on fait pas ça, chez moi on fait pas ça, chez moi on fait pas. Non. À un moment donné, il y a des spécialistes. On peut pas tout savoir sous prétexte que on a eu une bonne éducation, quoi. Non, nos parents ne savaient pas tout, loin de là. Et nous-mêmes, on ne sait pas tout. Donc, il y a des spécialistes. Quand il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, au lieu d'arriver à un point où ça va envoyer un palabre pas possible, aller voir un spécialiste. Avant même que ça devienne... Oui, que ça devienne parce qu'en général, quand c'est déjà compliqué, c'est déjà mort. Mais quand vous voyez que vous avez un problème et que vous n'avez pas trouvé la solution, allez directement voir un spécialiste. Et puis, si les réponses du spécialiste ne conviennent pas, vous changez de spécialiste. Je suis d'accord avec lui sur un aspect. Les hommes doivent accepter, c'est pas facile, je sais pas que c'est facile, mais je pense que la priorité, c'est la mère. Bien sûr. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et je l'ai pas fait ce travail-là, parce que je pense peut-être manque de maturité à ce moment-là, 12 ans en arrière, de me dire, écoute, tes besoins, tes envies, tout ce que tu as en tête là, tu déposes ça, la priorité, c'est la maman. La priorité, c'est son bien-être. La priorité, c'est ce dont elle a besoin. Et je pense que c'est la partie la plus difficile de se... Pendant une période, pendant une période, oui, je veux dire, pendant une période, d'accepter, de se dire, écoute, là, il y a 9 mois. Si en plus, le truc, c'est que ça évolue en fonction des grossesses. Il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on les touche pendant 9 mois. Il y a des femmes, même, c'est la même, elles sont en tape pendant 9 mois. Donc, en fonction des grossesses, ça évolue. Mais c'est de se dire, d'accepter que, écoute, d'accord, tu as tes besoins, tu as tout ça, mais dans ta vie, une période, ça va pas te tuer. Donc, tu attrapes pour toi et puis tu priorises la mère. Mais ça n'empêche que ça reste quand même une période assez compliquée à gérer, très délicate pour les hommes. Justement, j'allais vous demander, on va arriver sur le sujet des émotions, voilà, de
vraiment des émotions des papas, de ce qu'ils peuvent vivre. C'est vrai que nous, les mamans, on nous a expliqué qu'il y a la dépression postpartum, le baby blues, etc. Mais j'ai lu des articles où les pères aussi font des dépressions postpartum, des sortes de baby blues, mais je sais pas comment dire ça, mais qu'ils ont aussi des moments, voilà, de dépression. Est-ce que vous avez eu des moments, bon, peut-être pas de dépression, etc., mais des moments de doute, de solitude, des moments où vous étiez vraiment pas bien pendant cette période de maternité? Moi, ça va. Moi, ça va. Ouais, j'ai pas eu non. Moi, la pression qui arrivait, c'était plutôt les responsabilités. Ouais. Là, t'es plus tout seul. Même quand t'es en couple, bon, bah, chacun se sépare. Là, c'est le nouvel élément, c'est la responsabilité qui est arrivée. Là. Vous êtes plus sur le concret, genre financier, comment je vais gérer, que vous focalisez sur vos émotions. Pour la première fois, j'ai eu la peur de mourir. Ok, par exemple. Okay. Quand tu es tout seul, oui, tu disparais, tu t'en vas, bon, ben voilà, t'es parti. Là, tu t'en vas, tu laisses des enfants. Et c'est à partir de ce moment-là, tu commences à avoir des pensées qui sont complètement différentes, quoi. Et c'est cette responsabilité-là qui, en soi, ça te pèse pas au quotidien, mais ça te pèse dans tes décisions après, dans tes actions que tu vas faire. Ok, si je fais ça, c'est quoi les conséquences? Parce que ce n'est plus les conséquences pour toi seul. Tu as quelqu'un, en tout cas, après, pour ceux qui ont parce que bon, il y a encore une fois, toutes sortes de papas. Hein. Il y a des papas, moi j'ai vu des exemples qui n'ont rien à faire. Mais si tu as cet attachement à ton enfant, à son avenir, à son éducation, etc., tu es obligé de penser aux conséquences de tes actions. Ok, si je fais ça, qu'est-ce que ça va... Au-delà de l'exemple que tu vas donner, qu'est-ce que ça aura comme conséquence pour mon enfant quand il sera plus ou moins grand, à commencer par je parle en l'occurrence pour la séparation. Ce qui a fait que ça a mis beaucoup de temps, c'est, bon, les enfants sont là, les enfants sont petits. Si je m'en vais, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, voilà. Et puis, pendant la grossesse ou même après, moi, je travaille la nuit. Donc, ça a été aussi une remise en question. C'est suite à ça que j'ai commencé à transitionner de la nuit à la décoration d'intérieur. Est-ce que je change de façon de vivre? Voilà, mais ça a été, voilà, c'était plus sur des décisions à prendre que sur des émotions. D'accord, ok. Voilà. Plus dans Émotionnellement, moi, j'ai été plutôt... Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un traumatisme. Des choses comme ça. Et toi, Kalen? Moi, j'ai eu des moments de doute. J'ai quand même eu des moments de doute parce que la carrière d'un footballeur, c'est assez précaire. Donc, c'est surtout, moi, la dimension financière où je me suis dit, est-ce que je serai à la hauteur? J'avais pas de préoccupation particulière par rapport à mon rôle de père, parce que je sais que j'aurai toujours et je serai toujours là pour mes enfants, ni mon rôle d'époux. Ma femme sait très bien que je serai toujours là pour elle, parce qu'au final, on se rend compte que le bien-être des enfants passe énormément par la mère, parce qu'il y a une connexion entre la mère et les enfants, parce qu'elles l'ont porté. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais le rôle du père est différent, mais l'amour doit primer au-dessus de tout ça. Et moi, j'ai beaucoup douté sur ma capacité à pourvoir. Ok. Voilà, moi, c'était vraiment moi. C'était ça ton inquiétude. Moi, c'était vraiment donc, ça reste très présent encore, parce que c'est vrai qu'on disait le rôle du père pourvoyeur. Ça reste encore présent aujourd'hui pour même les papas de la nouvelle génération. Clairement, mais au-delà de ça, moi, au-delà de pourvoir, je pense que ça évolue avec le temps, mais c'est de pouvoir être là. Être présent. De pouvoir être présent à tous les moments importants. Je suis un papa qui fait toujours en sorte de pouvoir aller chercher les enfants à l'école, de les déposer, d'être là à midi, de manger avec eux. C'est vrai que tous les pères n'ont pas l'opportunité de le faire. Il y en a aussi qui ne prennent pas le temps de le faire. C'est deux choses différentes, mais ça, c'est une question de volonté. Maintenant, je pense que le temps ne se rachète pas. Le temps perdu, et il y a des périodes aussi de 0 à 7 ans, par exemple, où il y a des fondations à mettre à l'intérieur d'un enfant, semer de l'amour, semer de la présence, semer énormément de choses
chez un enfant confiance. Voilà, Ouais, la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a un gap qu'il ne faut pas rater. Et malheureusement, il parlait de conséquences. Si on se manque sur cette période-là, c'est des choses irrattrapables devant, ou bien ça va amener l'enfant lui-même à se battre avec. Alors que l'enfant, c'est pas forcément sa responsabilité. La vie est assez compliquée devant pour qu'on lui rajoute des choses pour lesquelles il n'a pas besoin de souffrir. Donc, moi, c'est vraiment, cette pression-là d'être présent, de ne rien manquer, en tout cas de ne pas me manquer. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses en tant que père aujourd'hui, maintenant vous avez le recul, chacun vous avez 3 ici et 2 enfants, que vous aurez aimé qu'on vous prévienne là-dessus, on vous dise, on vous dit attention à ça pour votre rôle de père. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, on vous aurait dit, c'est tout ce on vous a pas dit et qu'on aurait dû vous dire, parce que nous on a beaucoup de choses qu'on vous a pas dit. Il y a 2 choses. Hein. Oui. Je reviens sur la sexualité. Oui, il y a ça. Ça, on nous a pas bien dit. Parce que si on nous avait dit, on allait pas nous a pas bien dit. Parce que c'est vrai que les gens ont une idée utopique de ce que c'est le mariage. On te dit oui, quand tu es ta femme, c'est ton mari, matin, midi, soir, vous êtes dedans. C'est 0. Parce que quand les enfants arrivent, quand le train-train du quotidien, la sexualité évolue. Donc, sans manque de communication, et si tu n'es pas préparé à accepter ça, ça peut être très difficile. Mais deuxième chose, la femme a toujours raison. La femme a toujours raison. Point 1, la femme a toujours raison. Point 2, si la femme a tort, elle a toujours raison. Il faut se référer au point 1, tout comme ça. Okay. Mais, non, la femme a toujours raison. Mais ça, on ne nous a pas dit aussi. J'ai appris ça. Mais non, plus sérieusement, c'est compliqué de répondre à cette question. Non, mais tu as dit. Moi, je pense déjà, oui. La sexualité, il faut en parler. Il faut se préparer à ça. En tout cas, pour les hommes. Les femmes aussi, oui. Les femmes aussi, ouais. Les femmes aussi. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez perdues en devenant parent et des choses que vous avez gagnées? Vous êtes des papas poules, je sais, mais il y a des choses que vous avez perdues. Quand je dis perdues, je sais pas. Je sais pas, liberté. Enfin, il y a des trucs. Et est-ce que comment vous ferez un bilan, si vous devrez faire un bilan de votre paternité? Moi, j'estime que j'ai tout gagné avec mes enfants. Donc, je ne vois pas ce que j'ai perdu. Parce que... Faut bien regarder. Comment? Faut bien regarder. Non, à titre personnel, en tout cas, c'est moi à titre personnel. Je ne vois pas ce que mes enfants m'ont apporté que ce que j'ai pu abandonner aurait pu m'apporter. Oui, ça n'a pas de poids dans la balance. Voilà, il n'y a pas de poids dans la balance. Donc, au final, je me dis, j'ai tout gagné. Puis, j'ai gagné une merveilleuse mère pour mes enfants, une bonne épouse. Donc... parce que en fait, comme moi, je prends mon cas personnel, moi, ma vie, c'était n'importe quoi. Football, tous les vices qui sont autour, les femmes, etc., etc. Donc, je veux dire, la vie que j'ai abandonnée, moi, en plus de ça, à côté de ça, j'ai rencontré Christ. Donc, je veux dire, ma vie maintenant, aujourd'hui, n'a rien à envier à ce qu'elle était avant. Donc, j'ai absolument rien perdu. Pour moi, en tout cas, ça me concerne que moi, j'ai tout gagné. Non, c'est bien. Non, pour revenir à la question précédente, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et moi, c'est ce que j'essaye de dire sans non plus... parce que c'est quand même une joie d'attendre un enfant. Mais effectivement, c'est que la vie change. C'est un traumatisme dans le sens où c'est un tremblement de terre dans ta vie. Et à la fin du tremblement de terre, l'immeuble, là, il n'a plus la même tête. Donc, c'est ça qu'on ne nous dit pas assez. On ne nous dit pas assez que... Bon, tes soirées avec tes potes ou les apéros avec les copines ou allez, on décide du jour au lendemain de partir en week-end, machin. C'est plus simple. Et en fait, on change littéralement de mode de vie. Ça peut prendre un certain temps. Certains arrivent à retrouver après, mais certains n'arrivent jamais à retrouver leur ancien mode de vie. Leur sociabilité, les amitiés, etc., etc. Il y a des amitiés qui finissent comme ça. Du jour, vous marchez tous les jours
y a une des deux ou un des deux qui devient parent. Et puis, les gens se fréquentent plus. Parce qu'il y a un qui a pas d'enfant. Et donc, lui, il continue à vivre normalement comme vous viviez avant. Et puis l'autre, ah non, désolé, ce soir, il y a les bébés, j'ai pas la nounoise. Et en fait, les amitiés se séparent. Et ça, c'est un changement dont on parle pas forcément assez. Parce qu'encore une fois, on dit, je vais être papa, c'est génial, c'est magnifique. Ça va changer ta vie. Moi, c'est souvent, je dis, c'est magnifique, effectivement, on gagne énormément. Mais ça bouleverse une vie. On ne fait plus les mêmes choses. On réfléchit même plus. Pareil. Et moi, j'incite les gens à s'accorder des moments solo. Et quand je dis solo, c'est vraiment solo. C'est partir en vacances une semaine tout seul, sans le mari, sans les enfants. Au moins une fois par an, c'est hyper important de se retrouver. On est d'accord. Et je pense que ça, c'est important. Ça fait partie des choses qu'on ne nous dit pas, ce changement de vie. C'est souvent, les gens, peut-être 10, 15 ans, finissent par se séparer. Et c'est là qu'ils vont rechercher leur ancienne vie. Parce qu'entre-temps, les gens, ils commencent leur nouvelle vie. Donc, il y a un décalage. Ils sont un peu... Mais voilà, ce changement de vie, je pense qu'on n'en parle pas assez. D'accord. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai, c'est très vrai. Est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez jamais osé dire à la mère de vos enfants? Quelque chose, peut-être. Et puis on va dire ça maintenant. Vous allez dire, c'est aujourd'hui là, vous allez dire quelque chose, je sais pas, qui vous a énervé sur le coup, et puis votre cœur était chaud, ou bien je sais pas, il y a un truc, et puis mais vous avez gardé pour vous parce que peut-être vous vouliez pas créer plus de problèmes ou quoi que ce soit, ou finalement, je sais pas, c'est peut-être quelque chose avec le recul, vous aimeriez, vous pourriez le dire aujourd'hui, par exemple. Khaled, je dois réfléchir. Il y a beaucoup de choses en direct. On a combien de temps? On n'a pas le temps. On va bientôt finir je réfléchis à ce que je ne lui ai pas déjà dit, en fait. Ah, ok. Parce que toi, tu communiques beaucoup, c'est ça. Je communique beaucoup avec elle, donc... Mais je pense que ce que je lui ai jamais dit, ou du moins je lui ai dit, mais pas clairement, c'est que je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur à certains moments, où elle aurait voulu que je le sois. Ok. Mais je voulais qu'elle sache que je suis désolé et que j'essaye. Oui, tu fais du mieux que tu peux. Oui. J'essaye tous les jours. Parce qu'être père, c'est pas facile. Mais oui, c'est vraiment... et je le serai toujours pas à la hauteur. Oui, voilà. Ok. Je le serai jamais. Oui, on n'est pas des parents... Voilà, que ce soit maman ou papa, on n'est pas des parents... Je pourrai jamais l'être, donc d'avance encore, désolé. mais oui, parce que nos épouses ont certaines attentes de nous. Les mères ont certaines attentes des pères. Que malheureusement auquel on ne pourra jamais répondre. Donc, en tout cas, on essaye. En tout cas, moi, j'essaie parce que c'est pas facile d'être père. C'est pas facile d'être mère non plus. Oui, mais vous avez vos réalités aussi. Être père, c'est très difficile parce qu'on a une certaine... Vous avez votre charge mentale, mais nous, on a une certaine charge mentale, une certaine pression qui ne dit pas son nom, que certaines femmes sous-estiment et banalisent. Mais on a nos lots d'épreuves qu'on garde silencieuses par moment. Mais oui, si je devais lui dire quelque chose que je lui ai jamais dit, c'est que désolé d'avance pour les fois la suite. Pour les fois où je ne serais pas à la hauteur. D'accord. Et bon, Kadio, je ne vais pas te poser la question, je ne sais pas. Est-ce que tu penses à un truc? Non, peut-être je pense à un truc. Bon, désolé aussi, c'est vrai. Bon, c'est pas pour faire écho, mais c'est vrai que j'ai tout fait pour pas partir et puis bon, j'ai pas réussi. Donc, je sais ce que j'ai dit avant de partir, c'est que je sais pas est-ce qu'il y a une faute, est-ce qu'il y a pas de faute. Je pense que on a chacun pas réussi à maintenir ce qu'il fallait pour que ça puisse continuer. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais essayé d'éviter, j'ai pas pu. Mais c'est pour surfer sur son désolé. Ils sont désolés. Mais une chose, oui, si on veut aller dans
dans le béret. Dans le béret. Non, c'est que effectivement, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, on s'était dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'était dit qu'on se donnait 2 semaines de réflexion, etc. Parce que je venais de revenir de Côte d'Ivoire. Et j'étais revenu parce que elle devait venir et puis finalement, elle a repoussé, et puis elle m'a dit, on se sépare, c'est mieux, je reste en France, tu restes en Côte d'Ivoire, etc. Et j'avais tout abandonné ici pour repartir. Et donc, on venait de se rabibocher, entre guillemets, et elle est tombée enceinte après. On s'est dit, bon, ok, écoute-moi, il n'y a pas de problème, mais on se donne 2 semaines pour réfléchir, quoi. Et puis, quelques minutes après, sa mère est passée avec une amie et elle est descendue et puis elle l'a annoncé directement. Ok. Alors qu'on s'était donné 2 semaines. Ah oui. Ça, tu lui en as voulu? Bah oui, parce qu'on s'était donné 2 semaines et que ça n'a même pas tenu 1 heure, quoi. Ok. Et que du coup, ça entérinait, entre guillemets, d'office. Voilà, quoi. Parce qu'on s'était dit, ok, on n'en parle à personne, on garde. Et puis là, dans 10 minutes... Et ça, ouais, c'est vrai que ça m'est resté un peu en travers de la gorge, quand même. Ah oui, comme quoi, hein, c'est vrai qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. Toi, tu parles de charge mentale, d'émotions que vous gardez. Bon, après, je pense que c'est des modèles d'éducation, mais... Après, je pense que c'est les aléas de la vie. C'est les aléas de la vie Moi, aussi. Toi, c'est les plus aléas les de aléas la de la vie vie qui m'ont rendu comme ça. Je suis devenu insensible. Je gardais tout pour moi. Je communiquais pas parce que j'avais vécu des épreuves qui m'avaient profondément détruit. Donc voilà, quoi. Alors, on va finir sur les conseils aux papas, aux futurs papas qui nous regardent. Comme vous êtes des parents, des papas avisés, des super papas, des papas... Oui, vous avez donné conseil parce que aujourd'hui, c'est votre émission, c'est vous les pères. Donc, je sais qu'il y a énormément de... Comment dire, de plus en plus, je rencontre des papas comme vous, des papas qui prennent leur place, des papas qui veulent s'investir, qui sont là, présents pour leurs enfants. Mais il y a effectivement beaucoup de papas démissionnaires. Et il y a des mamans qui ont des hommes à côté d'eux, mais qui ne savent pas comment faire, comment le papa doit prendre la place. Quels conseils vous leur donneriez, que ce soit... Bon, adressez-vous au papa surtout. Au papa? Ouais, au papa, et après vous vous adressez aux mamans. Aux mamans. Voilà. Alors moi... je parle à titre personnel, il faut un papa qui prie pour sa famille. Moi, dans mon cheminement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai accepté Christ. Donc, mon éducation, mon foyer est bâti vraiment sur la foi. Donc, c'est sur cet axe-là que je peux diriger un homme, c'est d'être un homme de prière, déjà, pour sa femme, ses enfants, parce que spirituellement parlant, le mariage est très attaqué. Les enfants sont très attaqués au dehors. L'unité, même dans une famille, est très attaquée. C'est pour ça qu'il y a énormément de divorces, parce que des attaques, des tentations de partout. Donc, c'est très spirituel, le mariage. Mais oui, être un homme de prière avant tout, avoir beaucoup d'humilité, d'accepter qu'on ne sait pas tout. L'éducation africaine vient semer des choses qui ne sont pas forcément vraies. L'éducation occidentale aussi vient semer des choses aussi qui ne sont pas... Il faut savoir faire le tri, mais avoir l'humilité d'accepter qu'on ne sait pas, qu'on peut se tromper, chercher chez la maman ce qu'elle a vraiment besoin, ce dont elle a vraiment besoin, et puis communiquer. Personne n'est parfait, on apprend tout le temps, et puis accepter d'avoir sa place. Et quand on lui prendre sa place. Et prendre sa place également. Oui, essayez de prendre sa place. Essayez de prendre vos places, messieurs. C'est pour les hommes en tout cas, mais oui, pour les femmes, après. Ah, bon, on finit pour les hommes d'abord. Vas-y, Kadio, pour les papas. Pour les papas, moi, je vais parler d'implication, de complicité, on parlait tout à l'heure, alors moi je l'ai évoqué en termes de mort, tu parlais en termes de temps qu'on ne rattrape pas. Ça revient au même. C'est des moments, la parentalité, ça change tout le temps. Ça progresse. Ouais. Et ce qu'on va vivre avec notre enfant, avec la mère de notre enfant, à 1 an, c'est pas la même chose qu'à 2 ans, c'est pas la même chose qu'à 3 ans. Et chaque période est merveilleuse. Et chaque période apporte son lot d'images, de souvenirs, de moments magnifiques. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est maintenir la complicité dans le foyer. C'est-à-dire que avant tout,
le foyer, on est ensemble. Je vais pas dire contre le reste du monde, mais on est ensemble, que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Et bon, ça peut être de la spiritualité, ça peut être de l'éducation, chacun explique. Mais en fait, la cohésion qu'on va avoir tous ensemble va nous renforcer dans notre appréhension du monde extérieur. Et puis, plus on est fort ensemble, plus on ira loin. Et je pense qu'il ne faut pas négliger certaines choses qu'on prend peut-être pour acquis. Oui. Et donc, c'est important, autant dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de la mère et vis-à-vis des enfants. C'est important de chérir tous les moments parce qu'ils sont importants et ils peuvent s'arrêter. Effectivement. Donc, il faut, même si c'est un petit fou rire à table le soir, il faut chérir ces moments-là parce que c'est pas dit que ça revienne, quoi. Donc voilà. Ouais, d'accord. Ne pas tout prendre pour acquis. Ne pas tout prendre pour acquis. Ça, c'est très, très joliment dit. Maintenant, je sens que Karen veut dire message aux mamans. Toi, tu m'as dit en mission. Non, on dirait ça, tu veux dire mission. Bon, allez, message aux mamans, voilà, de la part des papas. De la part des papas. Ne sous-estimez pas à quel point c'est difficile pour nous d'être pères. On le ressent comme ça, nous. Souvent, en tant que père, c'est que on a l'impression que nos émotions, notre ressenti n'est pas traité à sa juste valeur. Okay. C'est vrai que nous aussi, les hommes, de façon générale, on se dit, on est les hommes, on pleure pas, on garde pour nous, on affronte la vie et puis on se tait. Mais il y a beaucoup de souffrances non dites chez les hommes. Et je pense que certaines femmes devraient aussi prendre le recul de se dire, écoute, avant l'enfant, on est deux. Quand l'enfant va partir, on sera deux. Donc, ne pas oublier qu'entre les deux, effectivement, il faut continuer à préserver cette unité-là, de continuer à aller s'imposer. Nous, on n'arrive pas trop à le faire avec Anaïs, mais c'est quelque chose qu'on va continuer à le faire, c'est de s'imposer des moments à deux, de s'imposer cette complicité-là. C'est vrai que on peut trouver le temps si on le veut. Si on le souhaite vraiment, le temps, on peut le trouver parce qu'on a du temps pour regarder Netflix. Donc, si on a du temps pour regarder Netflix, on peut prendre le temps aussi de commander un repas. Si on ne peut pas sortir, on commande, on éteint notre téléphone et puis on est deux, on mange. C'est des trucs simples, mais voilà, il faut... Mais je pense pour les mères, je dirais, oui, ne pas sous-estimer le changement que ça peut faire dans la vie d'un homme. Ouais. Et puis, parenthèse, la partie sexualité, là. Placez-vous. Non, placez-vous. Placez-vous, ça, on a compris. Placez-vous. Vraiment, ça va être la phrase de l'épisode. Placez-vous. Non, mais des fois, c'est important de se placer. D'accord, Karen. On a bien compris. Oui, on a bien compris. Oh, Kadio, j'espère que tu vas être un peu plus sérieux dans la réponse aux mamans. Mais c'est sérieux ce que je dis. Non, c'est très sérieux, je sais. C'est très, très sérieux, je sais. Placez-vous. Mot de fin. Oui, non, c'est sérieux. C'est important. Placez-vous, sinon quelqu'un se placera. Mais moi, non. Tu vois que non, en tout cas, ils s'écoutent. Non, il faut pas en arriver là. Non, qu'est-ce que je peux dire aux mamans? Moi, ce que je peux dire aux mamans, c'est soyez attentifs dès le début aux petites choses qui vous déplaisent dans le couple. C'est-à-dire que souvent, on se dit, j'ai gagné un gars. Le gars a plein de défauts, mais on ne voit pas. Ou on fait semblant de ne pas voir. Et puis c'est après, quand les choses sont bien consolidées là, que les défauts qu'on ne voyait pas là commencent à bien sortir. De l'ampleur. Donc, ne minimisez pas les choses qui vous dérangent dès le début et imposez-vous. Parce que quand vous avez trop laissé, c'est difficile après de rattraper. Donc, pour moi, je pense que la société a tendance à favoriser, bien entendu, les hommes. Ça, je pense que ce n'est pas un débat. Et que nous, par opportunisme, on a tendance à l'accepter et puis à tranquillement se reposer sur nos avantages. Et je pense que les femmes devraient prendre un peu plus d'attention sur ces petites choses qui les dérangent et les régler dès le début. Ou en tout cas,
montrer que dès le début que ça ne leur convient pas, pour s'assurer qu'il y ait un changement qui se fait dès le début. Parce que quand on fait semblant de ne pas voir, on dit c'est pas grave, il est gentil, c'est pas grave, il m'a invité au restaurant, c'est pas grave, regarde, il a fait ci. Et puis en fait, à un moment donné, lui, bon, il est parti. Si on lui a pas signalé les problèmes, lui, il continue à faire son truc selon ce qu'on lui a appris, selon ce que la société lui autorise de faire, etc. Mais après, c'est trop tard. Et après, on se retrouve dans des situations où elle se plaint encore, regarde, machin. Et je pense que les femmes doivent montrer un peu plus leur force, leurs besoins, voilà, elles doivent montrer leur importance parce que on peut pas marcher à deux s'il y en a un qui se sent lésé. Bien sûr. Voilà, je parlais tout à l'heure de complicité. Ouais. La complicité ne peut pas marcher s'il y en a un qui se sent supérieur à l'autre. Donc pour moi, et pourquoi je dis que c'est à la femme de faire ça, c'est parce que la société fait en sorte que l'homme avance tranquillement sans se poser de questions et il fait sans qu'on remette jamais rien en question. Et si dès le début du couple, la femme prend position sur certains points, s'impose sur certains points, l'homme va dire ah oui, c'est vrai que vu comme ça, et puis vous allez créer cette complicité-là, et ce sera plus facile de le faire au début que de le faire après quand les choses sont installées. Ok. Voilà, et effectivement, communiquer, et bon, ce qu'il a dit, je suis d'accord avec ça, effectivement, qu'il faut prendre conscience que ça revient, il faut prendre conscience aussi que la société dit à l'homme qu'il n'a pas à se charger de certaines choses, qu'il n'a pas à montrer certaines facettes de sa personnalité, il n'a pas à régler certains problèmes. Donc, effectivement, si ce n'est qu'il faut prendre conscience qu'effectivement, on n'est pas parfait, etc., mais il faut aussi peut-être subtilement nous emmener vers la communication, vers l'émotion, vers l'expression de ce qu'on ressent, etc., parce que tout le monde n'est pas... Oui, tout le monde n'a pas cette facilité et tout le monde n'est pas formé, et tout le monde n'ose pas. Il parlait tout à l'heure de courage. De courage. Tout le monde n'a pas le courage de dire si je fais ça, on va dire quoi. Non, c'est pour ça que je parle de complicité du foyer. Ce qui se passe dans la maison, là, c'est entre nous. En tout cas. C'est pas parce que tu as fait ça à la maison qu'on va aller dire dehors que tu as fait ça, tu as vu, il a dit, ça fait. Tu vois, non. En tout cas, merci pour vos conseils. Mais les mamans, en tout cas, moi aussi, je dois conclure, c'est vraiment les mamans. Faites attention à nos pères, à nos papas. Et les papas, faites aussi attention à nos mamans. C'est vraiment un échange. C'est vraiment, voilà, c'est un travail à deux. C'est un travail à deux. Et placez-vous. Placez-vous. Non, faut pas. C'est bon. On dit que ça. Le titre de l'épisode va s'appeler Placez-vous. Avec Khaled. Non, mais c'est important. D'accord, Khaled, on a compris. On va terminer juste avec un message chacun pour vos enfants. Je termine toujours ça pour mes invités. Si vous avez un petit mot pour vos enfants respectifs. C'est la question que je pose toujours à la fin. Donc, on regarde où? La caméra. Ma caméra. Là, tu peux regarder. C'est celle-là? Oui. Mes enfants, je vous aime. Je vous aime profondément. Papa sera toujours là pour vous. Peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous serez, papa sera toujours là. Vous avez changé ma vie. Vous m'avez changé moi-même. Et vous m'apprenez tous les jours ce que c'est l'humilité, la remise en question, l'amour, la patience, le courage. Vous m'apprenez la vie tous les jours, donc juste pour ça, je vous dis merci. Moi, j'ai commencé à pleurer ici. À chaque fois, je pleure quand on me pose cette question-là. Bref, oui, en plus, c'est mes neveux, quoi, et nièces, quoi. Cadio. Tu as frappé Guy. Je prends pas mes neveux et nièces ici. Moi, c'est déjà mort dans le film. Hein. Toi, t'es déjà... Oui, je sais. C'est tes deux princesses. Oui, non, moi, qu'est-ce que je peux dire? Désolé d'être parti, déjà. Ça, c'est... J'ai même pas les mots, moi. Je pourrais essayer. Désolé d'être parti. Bon, j'essaye de... Dis-toi qu'elle regarde ça. Oui. Bon, vous savez que je vous aime sans aucune limite. Vous savez que malgré la distance,
Malgré la distance, mon amour est toujours aussi fort et que je nous réserve un avenir joyeux et qu'on va stabiliser la situation pour que tout le monde soit heureux. Heureusement, vous avez une mère extraordinaire qui prend le relais d'une très belle manière et je sais que tout va bien se passer. Et voilà, je vous aime très fort et merci d'être des bébés aussi exceptionnels. Ouais, vraiment. Bon, c'est toujours... Et toi aussi, Oui, parce que moi, je pense à mes enfants en même temps. Je pense à plein de choses, toujours avec cette question qui est très forte. Et c'est pas souvent qu'on entend les papas dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et on sait que vous les aimez aussi beaucoup, vos enfants, autant que nous, les mères. Donc, merci à vous d'avoir partagé ce moment de sincérité, de partage de conseils. Et vous qui nous regardez, voilà, n'hésitez pas à commenter, à réagir à cette discussion. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Baby Mams, le podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous.